Permettez-moi de commencer par vous remercier beaucoup d'être venu partager votre expérience avec nous. C'est très apprécié. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, je commence par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Mon nom usuel, c'est Kwan Lisa Pham. Je commence déjà à être émotive, excusez-moi. Ça va. Je n'ai pas encore commencé. Ça va. Ça va. Je dis usuel parce que j'ai des middle names qu'on appelle Tiang. Fait que c'est Kwan Lisa Pham. OK. Je vais commencer par vous demander, vous êtes né où? Je suis née à Paris, dans le 9e arrondissement. OK. Puis vous avez demeuré à Paris pendant combien d'années? J'ai vécu les 10 premières années de ma vie à Paris. OK. Puis vous étiez là avec vos parents? Oui. Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? Oui, je suis la plus jeune des sœurs. On est 6 frères et sœurs vivants. OK. Puis j'ai un grand frère que je n'ai pas connu, qui est décédé, qui était juste avant moi. OK. Oui. Alors, quand vous dites 6 frères et sœurs, vous voulez dire 3 frères et 3 sœurs? Non, j'ai 3 grandes sœurs, OK. un grand frère et un petit frère. OK. Puis un grand frère qui est décédé, puis que je n'ai pas connu. OK. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance à Paris? Oui, parce que pour moi, ce sont mes racines. D'accord. Paris, c'est vraiment... ça fait partie de moi. J'ai des souvenirs de l'appartement, de l'école, l'école Chabrol, l'école des filles, du square Montelon, là où j'allais jouer. Mes parents travaillaient, donc ils étaient occupés. Puis on avait une gouvernante qui prenait soin de nous. Puis quand j'étais jeune, pour moi, j'étais française. Devant la classe, on disait « mes ancêtres, les Gaulois ». Pour moi, je ne faisais pas de différence. Puis, dans ma tête, quand je serais grande, j'épousais un Français. Okay. J'étais vraiment imprégnée de la culture française et je le suis encore. Okay. Oui. C'était quoi la profession de votre père? Mon père était docteur en médecine. Sa spécialité, c'est la pédiatrie. Okay. Et il pratiquait aussi l'acupuncture. Donc, il faisait les deux. Et votre mère? Ma mère, c'est une femme d'affaires, c'était une femme d'affaires qui a été autodidacte, qui s'est développée par elle-même. Elle est arrivée au Vietnam du Vietnam à Paris avec 2 jeunes enfants, mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur avait 2 ans, 1 an et demi, ou 2 ans, puis mon grand frère avait 8 mois. Ça lui a pris 1 semaine de partir du Vietnam pour rejoindre mon père à Paris. Elle ne parlait pas un mot de français. Fait que j'ai appris que mon père était venu chercher ma mère et elle a dit « maintenant je vais travailler ». Puis ma mère s'est débrouillée, chapeau, parce qu'après elle a ouvert son propre commerce et tout ça, puis elle a appris le français par immersion d'elle-même. Pas suivi de cours, rien du tout. Eh bien. Fait que je ne sais pas comment elle a fait, avec 2 jeunes enfants, là. C'est ça. À un moment donné, est-ce que vous avez quitté Paris pour revenir au Vietnam? Oui. Okay. Quand John F. Kennedy s'est fait assassiner en 1963, oui. Quelque temps après, 3 semaines après, le président du Sud, Ngo Dinh Diem, il s'est fait assassiner aussi. Alors, mon père, en 1964, sachant ça, il a décidé de revenir au Sud-Vietnam selon ses propres convictions, parce que mon père était originaire du Nord. Et donc, il est parti avant. Ma mère l'a rejoint après. Et en 1965, il a décidé de rapatrier toute la famille. Donc, à la veille de mes 10 ans, le 4 août, on est revenu au Vietnam. Puis votre père s'est établi où, dans le sud du Vietnam? C'était à Saigon. Ah, okay. Alors, on est resté sur la rue 44 Gialong, qui était juste en face du... Je ne sais pas, il y avait un palais qui était blanc, je ne me rappelle pas si c'était le palais présidentiel ou... en tout cas.
Et puis après, il a acheté une maison, il a fait reconstruire dessus parce que la maison était trop petite. Et puis on a vécu donc la première année sur la rue Jalang et après sur la rue qui s'appelait à l'époque 143 rue Pasteur. Mais cette maison maintenant n'existe plus. Elle a été détruite par les communistes et puis ils ont reconstruit quelque chose par-dessus. Oui. Avez-vous des souvenirs de votre jeunesse ce temps-là? Au Vietnam? Oui. Oui. Ben, c'est bizarre parce que ma période du Vietnam, c'est comme j'ai des grands trous de mémoire, des grands blancs de mémoire. Et récemment, c'est spécial depuis janvier 2019, je reconnecte avec des gens avec qui j'ai étudié au lycée Marie Curie à Ségon. Et ces gens-là, à un moment donné, il y a des retrouvailles qui se font, mais à un moment donné, je suis sur Facebook. Alors j'ai cherché, puis j'ai trouvé un site qui parlait des gens de Marie Curie. Et de fil en aiguille, j'ai reconnecté avec des amis du lycée, dont une amie qui m'a reconnue quand j'avais 11 ans et j'étais en 6e classique. Et moi, je ne me rappelle pas d'elle. Puis dernièrement, au mois de mai, j'ai eu des retrouvailles avec 3 de mes amis avec qui j'ai étudié au lycée Marie Curie pendant quelques années. Et après 45 ans. Puis j'ai retrouvé une copine après 51 ans. Donc c'est spécial, c'est vraiment, oui. Je me rappelle de cette époque-là, il y avait des couvre-feux. Hein? Alors on n'avait pas le droit de sortir, puis quand on commençait à grandir, on voulait danser, on voulait faire ci. Donc mon père, dans la mesure du possible, essayait de nous donner une vie la plus proche, réaliste possible pour des adolescents. Mais je me rappelle que quand je suis arrivée, je ne parlais pas le vietnamien. Alors ça a été une période difficile, pas facile du tout. Parce que mon prof lisait mes rédactions et tout le monde riait. Aujourd'hui, on appellerait ça du bullying. Puis moi, je trouvais ça difficile qu'on rit de moi. Puis les gens trouvaient que j'étais snob aussi, parce que entre frères et sœurs, on parlait toujours français et on parle toujours français. On a gardé cette habitude-là. Et les gens pensaient qu'on était snob et disaient, t'es vietnamienne? Pourquoi tu parles en français? Comment ça? Donc j'avais un surnom qui était la Parisienne. Oui, ici. Oui. Puis, je fais un petit retour en arrière. La première fois que j'ai réalisé que j'étais, entre guillemets, asiatique, c'est quand j'étais au primaire. Il y avait une petite fille qui dit « Je ne veux pas m'asseoir à côté d'elle parce qu'elle est jaune. » J'ai pleuré. Là, je regardais ce qu'elle me pose. Je dis « Voyons, tu sais, j'ai la même couleur, je ne suis pas jaune. » Je ne comprenais pas. Fait que ça a été le premier choc, de dire je suis différente. Mais revenir dans mon pays d'origine, j'étais comme, les gens disaient, ah, tu parles avec un accent. Donc pour moi, cette période-là, je me trouvais comme renfermée, comme à l'écart. Mais bizarrement, mes amis du lycée me disent, non, tu étais quelqu'un de volubile, puis tu étais sympathique, puis on s'approchait de toi, même si tu parlais avec un accent, parce que j'ai des amis avec qui m'ont tout de suite reconnu, puis ils m'ont dit « t'as pas changé », etc. Donc la perception qu'on a de soi peut être très différente. Ouais. Les études à Marie Curie se faisaient en français? En français, mais quand mes parents étaient vietnamiens, moi, j'ai étudié le classique, puis après, mais il fallait que j'apprenne le vietnamien, l'anglais, après, il y avait le latin, puis en 5e, il y avait le grec.
En cinquième, j'ai décidé de redoubler parce que je dis 4 langues en même temps, c'est trop. Le vietnamien, c'est déjà difficile. Et le vietnamien, ça a été par immersion. Mais je veux dire, on n'a pas pris de cours particuliers et tout ça. Et au lycée, ma note qui me traînait, qui faisait baisser ma moyenne, c'était le vietnamien, parce que j'avais des 3/20. Toujours. Alors, c'était pas évident. Mais quand j'ai passé mon bac, c'était la seule vietnamienne à avoir pris mon bac avec l'anglais en langue seconde, première langue seconde. Et ça se faisait pas. Alors, quand j'ai passé mon bac, j'ai réussi l'oral, mais pas l'écrit. J'ai raté l'oral à cause avec le vietnamien et tout ça. Donc, mon père est allé voir le proviseur, lui a demandé, tu sais pourquoi ma fille a raté. Il m'a dit, mais écoutez, monsieur, votre fille est dans là où il y a les anglais, première langue, seconde. Je ne peux pas faire passer les gens 100%. Alors, il faut qu'il y ait un échec. Et ils ont choisi que, vu que j'étais d'origine vietnamienne, c'était moi qui échouais. Mais il a dit à mon père, mais on va se rattraper l'année prochaine. Votre fille pourra suivre, elle ne paiera pas de frais de scolarité. Fait que mon père a dit, non, il n'y a pas question, il m'a retiré. Mais c'est arrivé en 1974. Donc, imaginez-vous que le vietnamien qui était ma langue qui me tirait toute la moyenne, j'ai passé mon baccalauréat en vietnamien dans un lycée vietnamien et je l'ai réussi avec la mention B. Mais j'étais malheureuse parce que j'apprenais par cœur, puis j'avais la difficulté. Donc, pour vous dire comment les gens vous étiquettent. Alors, c'est pour ça que je suis restée, que j'ai vécu, entre autres, le communisme, pas juste à cause de ça. Mon père, il devait partir aussi, puis tout le monde se rendait au rendez-vous et tout ça, fait qu'on n'a pas pu partir finalement. Aujourd'hui, vous êtes confortable en vietnamien? Vous parlez aisément? Oui, je suis confortable, je pourrais dire, dans ma carrière au fédéral. J'ai eu l'opportunité de rentrer au Vietnam 4 fois pour négocier des programmes, aider les Vietnamiens. Donc, c'était la réforme administrative de la fonction publique vietnamienne. Et il y a 4 conseillers du gouvernement vietnamien qui sont venus au Centre canadien de gestion, qui était à l'époque, c'est la vieille, maintenant c'est l'École de la fonction publique du Canada, mais avant c'était le Centre canadien de gestion. Et donc il y a 4 conseillers du Premier ministre, puis ils m'ont rencontré. Mais moi, je vais vous dire, excusez-moi l'expression, mais j'avais la trouille. Le cauchemar que je fais encore, c'est que je reviens au Vietnam et que je ne peux plus partir. Puis dans mon rêve, je me dis, mais pourquoi tu es revenu? T'as souffert, tu as vécu un paquet d'affaires. Et pourquoi t'es revenu? Alors, l'un des conseillers était allé voir mon directeur et dit, est-ce que Quan va faire partie de la mission? Mon directeur dit non, c'est pas dans les plans. Il dit non, on veut qu'elle fasse partie de la mission. Alors, il a été voir le directeur exécutif, il a expliqué, et là, j'ai eu la permission. Mais c'était spécial parce que moi, je ne voulais pas dire qui était mon père, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit, je suis partie de toute façon plus ou moins légale, fait que je ne voulais pas. J'avais peur, puis ma sœur a eu beaucoup d'ennuis aussi. Puis la raison je suis partie, c'est parce que mon directeur il m'a dit, si t'arrive quelque chose, je te laisserai jamais tomber, premièrement. Deuxièmement, tu es une représentante du gouvernement canadien. Et
on travaillait sur un projet financé par l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, pour justement la réforme administrative. Alors, je retourne au Vietnam Oui. dans votre jeunesse. Alors, vous avez complété votre bac avant de partir? Non, non, non. Ben, mon baccalauréat, qui est l'équivalent du cégep. Okay. Ils appellent ça à l'époque collégial 2. Mais ma formation, c'était comme l'équivalent. Je pouvais rentrer à l'université pour faire des études. Mon but, c'était de devenir médecin. D'accord. Oui. Mais vous avez poursuivi vos études, avant de quitter le Vietnam, Oui. Vous avez poursuivi vos études jusqu'à quel niveau? Ben, j'ai fait mon baccalauréat, qui est le lycée, qui est la terminale. D'accord. Mais selon le système français, on appelle ça le baccalauréat. Mais ce n'est pas le baccalauréat universitaire. Donc, après la chute du Vietnam, non, on était sur la liste noire, on n'avait pas le droit d'aller à l'université. On avait tout un... Donc, l'avenir était très limité. Moi, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans une manufacture artisanale, puis j'ai monté tranquillement les échelons, mais au début, je triais les tiges de bambou pour monter les tiges, après les peindre, après les vernir, après faire le contrôle de la qualité. Donc, on montait, mais le salaire, c'était un salaire de misère. On était payé tous les 3 mois. Souvent, le salaire qu'on recevait, c'était l'équivalent d'un bol de soupe, pas plus. On ne mangeait pas. Ça, c'est pendant l'occupation oui, des communistes. Oui, oui, oh oui. Nous, ça a dégringolé. On faisait partie d'une famille très aisée. Dès que les communistes sont rentrés, nous, on a dit aux domestiques, on était très bien traités. On leur disait, on ne retient plus vos services, rentrez dans vos familles. Le domestique voulait rester avec nous. Non, 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 vous avez toujours bien traité avec vous et tout ça. Elle a dit non, on ne peut pas, parce que c'est le prolétariat et tout ça. Donc après, avec les communistes, il n'y avait plus d'électricité. L'eau, moi je me rappelle que on avait chacun, comment on appelle, des rôles et responsabilités à la maison. Moi, je recueillais l'eau de pluie dans des grandes jarres, puis on prenait ça pour laver les vêtements et tout ça. Les rats, je me rappelle, je ne sais pas comment j'ai vécu cette époque-là, mais les rats étaient tellement énormes, aussi gros qu'un chat. Fait que là, le matin, on travaillait de bonne heure, donc il fallait que je me réveillais à 5 heures du matin. Là, je rentrais dans la cuisine, j'avais un bâton, je faisais plein de billes, gling, 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 gling. Alors là, on les voyait toutes sortir. Là, je faisais cuire du riz, on faisait la queue le matin. Alors, c'est la ligne pour avoir un morceau de pain, du pain, que la farine était noire, grise. Mais si vous attendez l'après-midi, vous ne pouvez plus manger le pain. Il était dur comme du béton. Ouais. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on le faisait cuire à la vapeur. On rajoutait un peu de graisse, quelques gouttes de... Non, on mangeait de l'orge, je veux dire, pour manger comment on appelle? La ration de viande pour un mois. C'était l'équivalent d'une paume de la main. Je veux dire, j'ai appris à... Ma soeur me demande, des fois, elle dit, est-ce que tu avais faim? Je dis, tu sais, tous les souvenirs, on les refoule. Puis là, je vous parle, oui, j'avais faim. Puis quand mon frère nous envoyait de quoi de l'étranger, par exemple, une boîte de vache qui rit, moi, je prenais la boîte de vache qui rit, là, puis j'essayais du troc avec. Je disais, madame, je vous vends cette boîte-là. OK? Est-ce que vous l'achetez? Combien vous me donnez? Après, je dis, je vais essayer de vous faire un bénéfice, la même boîte. Je vais aller voir quelqu'un, je vais la vendre plus cher, puis je vais partager les bénéfices avec vous. Donc, cette même boîte de vache qui rit, là, elle faisait le tour de plusieurs personnes, puis l'équivalent de mon
profit, après avoir partagé, je peux me payer une soupe. La soupe tonkinoise, la soupe phare. C'est pour vous dire, le salaire d'un médecin à l'époque, là, c'était, je ne sais pas combien de repas qu'il pouvait se payer, mais c'était, les produits se vendaient au marché noir. Parce que les produits rationnés, vous n'aviez pas grand-chose. Moi, je me rappelle de ça. J'ai appris c'était comme une préparation quand j'ai quitté le Vietnam. Ouais. Vous avez quitté en 1979. En 79. Okay. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce qui a provoqué votre départ? Comment est-ce que ça s'est décidé, etc.? Ben, il n'y avait pas de vie. Je veux dire, on se réveillait 2-3 heures, on faisait la ronde. On ne pouvait pas parler comme on veut. C'était vraiment le régime totalitaire. Si vous aviez l'inadvertance de dire un mot en anglais, puis quelqu'un vous entendait. Moi, j'ai vu des gens que je connaissais qui se sont fait emprisonner. Ils ont été... il y en a qui les ont dénoncés. Je veux dire, mon père, il a été emprisonné. Le jour où ils sont venus, c'est moi qui lui ai fait son dernier repas avant qu'il aille dans les camps de rééducation. Et souvent, je dis dans camp de rééducation, mais au bout de mon élève, j'ai envie de dire camp de concentration. Il a vécu des choses impossibles, inimaginables aussi, mon père. Alors, je veux dire, on ne pouvait rien faire. Le niveau de vie, je veux dire, on fonctionnait au gaz avant, à l'électricité. Bon, il n'y avait plus d'eau courante, il n'y avait plus d'électricité. J'ai appris à faire des gâteaux pour les vendre et je faisais cuire mes gâteaux dans un four de charbon. Donc, il y avait charbon en bas, puis il y avait charbon en haut. Puis là, j'ai appris à faire des gâteaux, puis à les vendre, et au début, on pouvait acheter le charbon qui est dense, donc il dure longtemps. Mais en dernier lieu, on ne pouvait plus payer ça. Donc le charbon était très léger. Et là, il y avait plein d'étincelles, puis je me faisais brûler avec les tissons. Et à l'intérieur de la cour, quand on cuisinait, ça allait à l'extérieur, je me rappelle que le mur de la maison était devenu tout noir, tout noirci. On élevait des poules. Alors, on voyait les poules qui descendaient du premier étage en vol panier, se descendaient l'escalier. Puis on avait les œufs. Mais on avait décidé de ne pas élever des cochons parce que c'était trop exigeant, tu sais, au niveau de la célébrité et tout ça. C'est des conditions quand même. Bon, je travaillais, on avait nos cours qu'il fallait, tu sais, le brainstorm, on était surveillés, c'était pas une vie. Puis j'avançais pas, j'avais pas droit à l'éducation. Puis moi, puis ma mère, elle est partie à cause de raisons de santé quelque temps après la Révolution. Donc, elle a essayé de faire partir mon petit frère et moi. Le gouvernement n'a pas permis. Okay. Oui. Alors, ma mère, d'où elle était, elle avait des tuyaux pour nous faire partir. Et je ne sais pas combien elle a dû payer, puis si elle a perdu de l'argent, parce que j'ai dû essayer, je suis partie après la 3e fois. Les 2 premières fois, les gens
laissé tomber pour une raison ou une autre. Je me rendais jusqu'au point de rencontre et tout. Puis chaque fois que je partais, donc je m'absentais quelques jours parce que c'était à l'extérieur de la ville. Quand je revenais, mais au travail, il me disait t'as essayé de t'enfuir. Alors, un Vietnamien dit déroute. T'as essayé de t'enfuir. Ah, la Parisienne n'a pas réussi à s'enfuir. C'est dangereux, ça, quand on se fait dire ça, parce on se fait emprisonner, là, on est envoyé. Fait qu'à la troisième fois, je me rends à une place. Puis la madame m'a dit non, moi, j'ai trop peur, j'y vais plus. Fait que le camion arrive. Je dis, toi, tu pars pas, mais moi, je pars. Elle dit, tu me suis pas? Je dis non. C'était très ancré que si je rentrais, j'allais en prison. Je ne pouvais plus partir. Puis je m'étais absentée. Et je me rappelle, puis là je vous parle, moi je ne me rappelais pas. C'est le flash qui vient de sortir. C'était comme dans un camion, vous savez, de militaires. Tu sais. Alors on était assis là. Et pour me rendre au point de départ, ça a pris une semaine. Rendez-vous compte qu'on était, je pense qu'on était 13 dans une petite Honda Civic. C'est-à-dire qu'il y avait le chauffeur, il y avait un enfant entre le bras de vitesse et tout, qui était assis, puis il y avait une madame qui tenait quelqu'un d'autre, un petit enfant devant elle. En arrière, on était 3, on était 9. Donc, moi j'étais assise sur quelqu'un, puis j'avais quelqu'un par-dessus moi. Donc on était 9, et puis il y avait quelqu'un dans le coffre. Durant le départ, on s'est fait arrêter aussi. Donc on a été en prison, puis le gars il a dû se noyer, tout ça, pour qu'on puisse finalement partir. À ce moment-là, est-ce que vous êtes parti seul ou Donc je suis partie seule. Tout seul, ok. Ma sœur, par la suite, nous a raconté, elle a eu beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont venus voir et ils se sont demandé où est-ce qu'elle est, votre sœur. Elle dit, ma sœur est une adulte, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Mais elle ne savait pas vraiment, c'est vrai qu'elle ne savait pas. Oui, parce qu'il y avait une madame, m'avait dit, rends-toi à telle place. Donc j'ai suivi cette personne-là. Donc chaque fois c'était différent, puis c'est toujours mieux. Puis ce qu'il disait, il disait, oh, vous allez partir, vous allez avoir la place pour vous allonger. Ben, ce n'est pas le Club Med, ce n'est pas les croisières, mais la réalité a été tout autre. C'était... ouais. Alors vous étiez en camion et vous vous êtes rendu où? On s'est rendu dans un petit village, je ne me rappelle plus le nom, c'était un arrêt. Et là, on s'est dit, c'est là que j'ai embarqué dans la Honda Civic. Non, non, la Honda Civic, parce que pour se rendre à une autre place, comme je vous ai dit, disons qu'en auto, je ne sais pas, peut-être ça aurait fait quelques heures pour se rendre, mais dans mon cas, ça a pris une semaine pour qu'on se rende au point là, à ce point-là. Vu avec le trafic, le fait qu'on était entassés, qu'il y avait qu'on se faisait arrêter aussi, qu'on a été emprisonnés et tout ça, là, c'est ça. D'accord. Alors, finalement, vous vous êtes rendu où? Je me suis rendue à Zexar, qui est la pointe au sud du Vietnam, du sud-Vietnam. Et là, j'ai suivi le groupe. Moi, j'ai dit, est-ce que vous allez à telle place? Puis il a dit oui, parce que le point de rencontre, c'était le camion. Le camion, il venait vous prendre au bord de la rue. Moi, je ne me rappelle pas, je savais que j'étais en moto, qu'ils m'ont déposé là, je n'avais aucune idée, c'était le bord de la rue. Puis là, il disait, c'est comme le passeur, un des passeurs. Puis, fait que là, moi, je suivais le groupe. Fait qu'à un moment donné, il divisait, ben moi, je suivais un groupe. Tu sais, il m'aurait pu m'amener n'importe où, j'aurais aucune idée.
Et, et quand il y a eu le chargement de bateau, mais moi j'étais habillée en oignon, hein. Donc j'avais plusieurs couches, c'était chaud, je veux dire, on n'a pas de bagages et tout ça, mais j'avais quand même un petit sac et tout. Puis là, ils appellent les noms, puisque j'étais dans la filière qu'on dit Bantintuk, c'est-à-dire semi-officiel. À un moment donné, il permettait aux ressortissants chinois de pouvoir quitter le pays. Et je pense que de par ma mère, son arrière-grand-père était d'origine chinoise. Donc, on s'est dit, c'est peut-être la façon mieux de partir, vu qu'on ne pouvait pas partir officiellement. Ma mère avait demandé qu'on l'accompagne, puis il ne voulait pas, question médicale, santé, etc. Et je me rappelle, je me revois encore, sous l'adrénaline, on fait des choses qu'on ne ferait pas habituellement. Je me vois, avec plein de couches d'habits, donc je faisais très chaud. Puis quelqu'un m'avait demandé, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu es jeune, c'était une madame qui était âgée, est-ce que tu peux porter les sacs pour moi? Ben, je l'ai aidé. Alors je portais son sac, je portais un autre sac, je ne sais pas comment j'ai fait. Il y avait, pour monter sur le bateau, sur le côté du bateau, il y a peut-être ça, de large. Là, je marchais comme ça. Puis je ne sais pas comment j'ai pas fait pour perdre l'équilibre, garder mon équilibre. En temps normal, je pense que j'aurais jamais osé faire ça. Mais j'ai réussi à garder l'équilibre, puis à lui donner ses affaires à la madame. Puis on est parti, on a commencé à partir, et à cause que dans l'estuaire, l'eau était basse, le bateau a calé à un moment donné. Alors, ils ont arrêté, ils ont fait sortir du monde. Il y a du monde qui ont décidé de ne plus rembarquer. Ils ont vu ça comme étant un signe. Moi, j'ai continué. J'ai décidé de continuer. Et c'était... on était 650. J'ai su combien on était quand ils ont fait des comptes. Et ça, c'est... On était 654 dans un bateau. C'est-à-dire qu'on était accroupis, vraiment les genoux sous le menton, mais à un moment donné, on veut s'étirer, et puis on étouffe et tout ça. Si je m'étais levée à un moment donné, je n'étais plus capable de me rasseoir. Parce que les gens, là, j'étais plus capable de demander aux gens, poussez-vous, je veux me rasseoir. Puis je me rappelle, je me suis évanouie plusieurs fois sur le bateau. Là, j'ai les bronches fragiles, alors il n'y avait pas d'air, puis l'odeur était exécrable. Ça fait que j'ai passé tout le temps, j'étais en bateau. Après la troisième fois m'être évanouie, j'ai décidé, les gens, je me rappelle qu'ils m'ont transporté en haut pour me faire prendre l'air et tout. Puis j'ai décidé que, vous savez, il y a la rampe. Fait que je m'accotais à la rampe, puis j'avais les jambes à la mer, puis j'ai passé tout mon temps comme ça ou debout. D'accord. Ouais. Et puis, excusez-moi. C'est ça. Puis, pour faire nos affaires, je sortais par la rampe. Je m'agrippais, je ne sais pas comment je faisais. Vous savez, il y a toujours des petites places. Est-ce que je peux jeter ça quelque part? Il y a une petite
sur le côté, il y a comme un petit truc en bois, là, tout, qui fait tout le long, je ne sais pas comment on appelle ça. Fait, je passais par-dessus la rampe. Puis je faisais quelques pas, puis je m'agrippais après le bateau, là. Je ne sais pas comment je faisais, d'une main, puis je faisais ça à la main. Fait que là, je ne sais pas comment je faisais, mais c'est sûr que si c'était houleux, non, il fallait que ce soit calme. Puis, on n'a pas mangé. Pour la première fois, le capitaine, à un moment donné, il faisait circuler du riz. Mais ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait cuire le riz dans l'eau de mer. Alors, moi, là, j'ai pris une bouchée, ça m'a brûlé la gorge. J'ai craché ça. J'ai dit, c'est cruel de faire ça. Pourquoi ils font ça? Parce ils volaient l'eau potable. Et à un moment donné, ce qu'ils faisaient, la ration, c'était une cuillère à café d'eau le matin et le soir. Mais le temps des fois que la cuillère se rende à vous, puis il ne restait plus grand-chose. Alors, moi, je pense que je visualisais que je buvais de l'eau, là, que mon corps absorbait de l'eau, etc. Ouais. Vous avez passé combien de jours et de nuits? 10 jours sur le bateau. Okay. Ouais. On a été piratés. J'ai calculé ça parce que pendant 3 jours et 3 nuits. C'était un côté, puis c'était de l'autre. La première fois, parce que j'étais sur le bord, ils m'ont fait transférer. Puis les gars, ils me regardaient, mais moi, je ne comprenais pas. Mais je me suis cachée, puis après, j'ai sauté pour pour revenir sur le bateau, puis j'ai trouvé une place, puis descendais dans la cale. Puis à ma grande surprise, dans la cale, il n'y avait presque pas de personnes. Tout le monde était entassé. Et ceux qui étaient dans la cale ne se sont pas fait voler. Parce que les gens, les pirates, ils focusaient plus sur les gens qui étaient au pont, sur barrière. Tu sais. Moi, j'ai tout perdu en dernier. L'avant-dernière fois, j'avais caché en dessous de ma langue. Et ils ont pris la dernière chose que j'avais. Donc, j'avais plus de chaussures. Ils ont même volé mes lunettes à l'époque. On se faisait battre aussi. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était dégueulasse du tout. Puis, j'ai compté qu'on s'était fait 23 bateaux de pirates. Parce que c'était de chaque côté, puis des fois, ils abordaient par en arrière aussi. Je ne me rappelle plus à quel moment, il y en a un qui est mort, parce qu'il y a un pirate qui est tiré dessus. Je me rappelle qu'ils ont gardé le corps, ils ne l'ont pas inhumé dans la mer. Ils ont dit qu'il va nous protéger, on ne peut pas le laisser comme ça. Puis les pirates étaient d'origine de Thaïlande. Oui. J'ai une vision que je n'oublierai jamais. C'est un des pirates au tableau de bord qui regardait tous les bijoux qui avaient été volés. Donc, il y avait des colliers de perles, il y avait des diamants, je me rappelle, j'ai vu des choses qui brillaient, du jade. Il regardait ça, puis il souriait, puis il rigolait, puis tout le monde. J'ai trouvé ça terrible, choquant. Je ne sais pas où sont ces gens-là de nos jours, mais j'espère qu'ils se sont rachetés.
leur faute. Parce qu'ils ont fait souffrir beaucoup de monde. Alors, le bateau est arrivé en quel endroit? Alors, nous, on est arrivés à un moment donné, avant qu'on arrive, la dernière fois qu'on a été pillardés, ils ont brisé le gouvernail. Et ils nous ont dit, vous n'avez plus d'argent, on va vous retirer vers la mer, parce qu'on s'en allait vers la plage, je ne sais pas où, vers la terre ferme, je veux dire. Et le capitaine, je me rappelle, il a sauté à la mer pour rejoindre le bateau des pirates, disant qu'il y avait de l'argent, puis qu'il leur donnerait de l'argent. Et il y a des marins qui ont été en mesure de se diriger avec les étoiles. Alors, je voulais aussi mentionner j'ai vu 3 bateaux de pavillon. Je pense qu'il y en avait un allemand, un hollandais et l'autre, je ne me rappelle plus de quel pays. Et ils nous ont vus, puis les gens, ils avaient écrit à boire, de l'eau, s'il vous plaît. Ils ont tous viré de bord. Je peux comprendre la peur qu'ils ont eue. Si on était 654 entassés, nous, on ne le voyait pas, là. Puis ils disent la responsabilité de faire. Puis je pense que c'était des paquebots pas de marchandises. Ce n'était pas des chalutiers. La responsabilité, moi, chaque fois que j'en voyais un, mon cœur se brisait. Et en tout cas. Puis on s'est dirigé vers une plage, une terre ferme, que à l'époque les gens ont dit c'était Anaker. C'était par la suite on a découvert que c'était une zone militaire qui était entre guillemets tenue secrète. C'est ce que les militaires nous ont dit. Moi j'étais exténuée. Donc, pour moi, je mourrais là. Je ne pouvais pas nager, j'avais plus de force. Et une des personnes qui était sur le bateau m'a dit je vais t'amener sur la terre, tiens-toi après mon cou, et je vais t'amener. À l'époque, je l'ai amené, j'avais une seule chose que j'avais retrouvée, c'est mon gilet de laine. Et si ce gilet-là pouvait parler, il raconterait beaucoup de choses. Et je le tenais avec moi. Puis là, il me dit, lâche-le. Je le tenais sur ma tête, parce que je me suis dit, s'il prend l'eau, il va être lourd. Mais quelque chose au fond de moi disait, garde-le, c'est la seule chose qui te reste. Alors je le tenais sur la tête. Il dit, lâche-le. Parce que moi, je le tenais avec. Il dit, tu m'étrangles. Mais moi, j'ai dit, ben laisse-moi partir alors. J'ai dit, faut que tu sauves ta vie. Puis il dit, non. Avec, je suis accrochée, j'ai essayé de tenir comme ça du mieux que je pouvais. Puis là, je voulais toujours lâcher parce que il traîne son corps, mais moi, je m'accroche, donc j'étais trop faible. Donc j'essayais de... Comment on appelle ça? Avec les pieds. Hein? Ouais. Mais j'étais trop faible, en tout cas. Fait que quand je me suis relevée, ça c'était dans la nuit, je me suis réveillée au petit matin, donc j'avais comme l'impression d'être sur ça tanguait, même si j'étais sur la terre ferme, ça tanguait. Et les gens avaient brûlé le bateau pour être sûr qu'on ne soit pas ramené en haute mer. Le fait qu'on ait brûlé le bateau a attiré les militaires. Alors, ils sont venus, ils nous ont vus. Et là, ils parlaient malaisien,
Mais là, il demande en anglais, est-ce que quelqu'un parle anglais? Puis moi, je parle anglais. Alors, j'ai dit, moi, je parle anglais. Fait qu'il dit, bon, vous allez me servir d'interprète. Il dit, combien êtes-vous? Moi, je dis, oh, on est peut-être 200, tu sais. Fait que là, il compte, il dit leur des femmes d'un côté, les femmes d'un côté, les enfants d'un côté. Il compte, il dit, vous êtes 654. Vous êtes venus sur combien de bateaux? On est venus sur un bateau. Non, on ne vous croit pas. C'est pas possible. C'est le bateau qu'on a brûlé là. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être 654 dessus. Il dit oui. Où avez-vous caché l'autre bateau? Alors on dit, on vous jure, il n'y en a pas d'autre. Alors, moi je me rappelle qu'on est resté sur cette plage-là 10 jours. Et quand je vous dis, mes vêtements étaient durs comme du carton. Ils brûlaient la peau à cause du sel. Mon gilet, il m'a aidé parce que les nuits, tu sais, il fait 40 le jour, mais les nuits, il fait 20. Mais pour notre corps, c'est froid. Et ça m'a aidé. J'ai été chanceuse, j'ai un militaire qui m'a dit, je vais t'aider. Il dit, avec qui es-tu? Je dis, je suis partie toute seule. Elle dit, t'es une femme, t'es toute seule, c'est dangereux. Il faut que tu trouves quelqu'un. Il dit, je connais personne. Puis personne, là c'est la survie. Les gens se battaient pour un morceau de plastique, pour pouvoir se protéger, n'importe quoi. Les gens se battaient. Alors lui, je ne sais pas comment il a fait, il est venu, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est venu avec un morceau de carton. Puis il me dit, tu vas dormir dessus au lieu de dormir sur le sable. Et il restait à côté de moi, sans rien me demander. Il était père, je me rappelle qu'il était père d'un petit bébé de 8 mois, et il m'a aidé. Bon, j'ai d'autres choses aussi, d'autres histoires où des gens demandaient des faveurs. Ah oui, il y en a un, il demandait des faveurs, puis il dit, t'as rien mangé, t'as les lèvres bleues. Il dit, non, j'ai rien mangé, j'ai pas bu. Elle dit, mais tu dois avoir faim, tu dois avoir soif. Je dis, oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me raconter vos séjours dans les camps de réfugiés? J'ai séjourné dans environ 8 camps de réfugiés, ou 9, je ne me rappelle plus exactement. C'est que vers la fin seulement qu'on a été dans des camps de réfugiés officiels. Sinon, ils pouvaient nous tuer à n'importe quel moment, puis personne n'aurait su où on était, etc. Donc, je me rappelle que pendant les 10 jours, on était sur la plage. Est-ce qu'on a mangé? Je me souviens pas qu'on ait mangé parce qu'on n'avait rien pour cuire et tout ça. Donc peut-être qu'ils nous ont donné des petites affaires. Je me rappelle par la suite qu'on a eu, qu'ils nous ont fait déménager dans la jungle parce les hommes ont dû abattre des arbres pour construire des huttes. Donc, j'ai appris aussi à me débrouiller là-dedans avec eux. Je me rappelle les sacs de rations de la Croix-Rouge. Sur ce sac-là, c'était indiqué 3 jours de rations. Nous, on devait tenir avec ce sac-là entre 7, c'était le minimum, à 10 jours. Donc, on ne savait jamais. Donc moi, si j'ouvrais une boîte toute seule, ça se perdait. Et pour faire cuire le riz et tout ça, où est-ce qu'il faut chercher l'eau, où est-ce qu'il faut faire cuire? Donc, j'ai cherché une famille qui me prendrait avec elle, puis j'aurais mes tâches. Et là, les gens ouvraient une boîte et tout le monde se partageait cette boîte-là. Donc, c'est comme ça qu'on faisait durer, etc. Les conditions d'hygiène, c'était 0. Nous, quand on était sur la plage,
on voyait les affaires, je disais, pâté chaud à l'horizon. Pâté chaud, c'était les crottes. Donc, des fois, je me demande comment j'ai fait pour survivre. Puis, l'eau, je me rappelle à un moment donné que une de mes tâches, c'était aller chercher l'eau, donc je marchais des heures. Quelqu'un avait découvert un point d'eau. Il fallait se pencher à plat ventre parce que le trou était profond, puis il y avait du sable. Puis là, je me rappelle que j'utilisais une boîte de conserve trouée. On avait passé une branche. Puis là, tant bien que mal, on essayait. Puis ça prenait une journée pour aller chercher, ramener ça. La famille avec qui j'étais, c'était pas une bonne famille. Les gens étaient méchants et ne respectaient pas. Si je faisais des trucs, je vais parler comme des trucs intimes, là, ben là, elle ouvrait la bâche puis là, elle montrait à tout le monde, « Ah, elle est en train de faire ceci, elle est en train de faire ça. » C'était vraiment méchant. Puis la personne aussi mesurait le niveau d'eau. Puis là, elle me dit, « Tu m'as volé de l'eau. » Je dis, « Ben non, c'est moi qui suis allée la chercher. Je ne vole pas votre eau, je sais que c'est votre eau. » Je dis, « Moi, je me débrouille avec mes affaires. » Elle dit, « Non, tu as volé mon eau. » Fait que là, elle me traitait de voleuse, elle me traitait de n'importe quoi. Fait que j'ai décidé de quitter cette famille-là. Puis j'ai des gens dans le camp, c'était des hommes, ils disent, ben, viens, on va te protéger. Tu vas venir avec nous, puis il n'y a personne qui va te faire du mal, puis nous, on va te respecter. On n'abusera pas de toi parce qu'on sait quel genre de personne que tu es. J'ai dit non, si je fais ça, les gens vont penser que je suis une pute. Il n'y en a pas question. Et puis, bon, c'est ça. La façon dont je me débrouillais pour survivre dans les camps, je faisais du troc dans le sens que j'enseignais aux analphabètes l'alphabet. Je leur apprenais les rudiments de la langue. D'ailleurs, j'ai des cahiers que j'ai ramenés, que j'ai gardés. Quand vous parlez de la langue, vous voulez dire le vietnamien? Il y en a qui étaient analphabètes. Non, je leur demandais où voulez-vous aller. Okay. C'est quoi? Parce qu'on est des réfugiés. Où voulez-vous? Dans quel pays? Alors, les gens, c'était la plupart l'Amérique. Pourquoi? Ah, c'est le rêve américain. Puis les gens, quand ils parlaient entre eux, les gens fabulent. Alors, ils voyaient les choses plus grandes que nature, etc. Puis là, j'ai dit, oui, mais c'est quoi que tu fais, toi, dans la vie? Ah, je suis pêcheur. Je dis, est-ce que tu sais écrire? Non. Je dis, il faut t'apprendre à écrire, à te lire. Il faut t'apprendre à t'exprimer. Alors, moi, je leur apprenais l'alphabet. Je dis, bon, dans quelle langue vous voudriez apprendre? Fait que là, je leur apprenais dans cette langue-là. Mon tableau, c'était le sable. J'écrivais avec mon doigt ou un morceau de bâton. Puis là, c'était mon tableau. Puis quand j'avais fini, je remettais tout. Puis, en faisant ça, il y a quelqu'un qui me donnait un peu plus d'eau, qui me donnait un petit morceau de pain. Alors, c'est comme ça que j'ai survécu. Okay. Oui. Puis les langues que vous avez enseignées, c'était? Le français, l'anglais, les rudiments, comment je m'appelle, etc. Les us et coutumes aussi. Je dis, vous savez, quand vous allez à l'étranger, vous ne demandez pas aux gens, t'es marié, t'as combien d'enfants, c'est quoi ton salaire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, on ne fait pas ça. Puis là, je dis, puis les gens, ils vont avoir une coutume, tu sais, au Vietnam, ben, on se tient par la main si on est marié ou fiancé. Les gens là-bas, les mœurs sont plus libérales. Les gens s'habillent d'une autre façon. Alors, vous ne les regardez pas comme ça. Alors, c'est ça que je leur enseignais dans tous les camps que j'ai faits. Et la raison pour laquelle on a changé beaucoup de camps,
c'est parce que, par la suite, je pense, parce qu'ils volaient le stock de la Croix-Rouge. Et s'ils devaient nous déclarer, ben là, on devait aller dans un camp officiel. Puis là, ils ne pouvaient pas voler le stock. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'à un moment donné, ils nous ont dit, on va vous ramener à la mer et on va vous tuer. Nous, on a eu peur. Il y a un des camps où j'ai été, le cérémonial de bienvenue, c'était on recevait un coup de bâton dans le dos, on se faisait battre. On était accroupis par terre, puis il a dit, maintenant, si vous essayez de vous enfuir du camp pour aller chercher de la nourriture, essayer de faire ça, on va vous battre. Et il y en a qui... Puis moi, ma tâche, c'était d'aller chercher du bois. J'ai pas le choix que sortir en dehors du camp. Alors je faisais ça au petit matin. Mais il y en a qui se faisaient prendre. Alors, quand ils se faisaient prendre, au milieu, en dessous du soleil, des coups, et pas de manger, pas de boire. C'était comme ça. Je me rappelle ce qui m'a tenue en vie, c'est que j'avais la conviction, je dis, je ne peux pas mourir là. J'ai trop fait de choses, puis, tu sais, je pensais à ma mère, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, de fil en aiguille, il y a une femme qui était mariée avec un Français, qui a réussi à passer une lettre. Et son mari est venu, il a dit, j'ai payé 7 000 $ US au gouvernement malaisien pour pouvoir vous trouver. Et on ne vous aurait jamais trouvé, vous êtes dans la jungle. Et grâce à lui, il a alerté les autorités, à ce moment-là, on a été dans un camp les 2 derniers camps, c'était des camps de réfugiés officiels. Et moi, j'ai gardé, mon frère a gardé les lettres. Il y a une lettre qui est reçue, qui est passée par la Malaisie, par la France, elle est au Canada. Donc, moi, je ne savais pas qu'il recevait mes lettres. Donc, chaque lettre que j'écrivais la même chose. Donc, toutes mes lettres se ressemblent, toutes mes lettres sont désespérées, etc. Et le jour où j'étais interprète, j'aidais au fonctionnement du camp de réfugiés. Il y a le Québec qui vient interviewer. Moi, je viens là, je les aide à trier les gens et même à essayer de les faire accepter le plus de réfugiés possible. Puis, c'est pas évident. Fait que là, à un moment donné, le monsieur il me regarde et me dit, dis donc, Lisa, tu parles bien le français? Je dis, ben oui. Il dit, t'as appris ça où? Ben, j'ai dit, à Ségon, là, au lycée. Non, j'ai dit, je suis née à Paris. Tu es née à Paris? Qu'est-ce que tu fais là? Je raconte brièvement. Il prend ses dossiers. C'est toi? Ton frère, il nous cherche depuis 8 mois, il nous rend fous, il nous appelle tout le temps. Il a reçu une lettre de toi. Mais la première lettre, je ne savais pas où c'était. Je savais pas, j'ai dit Anaker, mais c'est pas où c'est Anaker, c'est même pas officiel, c'est même pas sur la carte. J'avais même pas dit le nom au bateau. Même s'il avait dit le nom au bateau, on n'était pas recensés. Où est-ce qu'il pouvait me trouver? Elle a dit, t'es la 3e sur ma liste, puis il crie à tout le monde, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Puis là, moi, j'ai dit, là, je réalise ça. Après, il me dit, dis donc, Lisa, quand est-ce que tu nous aurais dit? T'as jamais parlé de toi. Tu parlais des autres. J'ai dit, mais demain. Elle dit, Lisa, on ne serait pas là demain. Aujourd'hui, on serait parti. Quand est-ce que tu aurais pensé? Pourquoi tu ne penses pas à toi? J'ai dit, ces gens-là, ils n'ont rien. Il dit, moi, je peux me débrouiller, je ne peux pas. Et je dis, eux autres, ils ont besoin d'aide. Fait qu'elle dit, là, dis, moi, je te fais partir le plus vite possible, tu es en train de perdre la raison.
était un officier du Québec. Québec. J'avais été interviewée par d'autres pays, l'Allemagne, la Norvège, les Américains, les Français. Puis moi, j'étais une tête de cool. J'avais dans ma tête que je voulais aller au Canada parce que quand j'ai passé mon bac, euh, euh, mon frère avait envoyé mes notes et tout ça. C'était avant que je finalise mon bac français. Et l'Université de Montréal m'avait accepté. Alors, dans ma tête, c'est le Canada. Un point, c'est tout. Montréal. Fait que j'ai dit, mais les Français disent, mais vous êtes né à Paris, on peut vous aider. Je dis non. J'ai dit, j'ai fait plein de sacrifices. Mon choix de vie, c'est Montréal. C'est ça. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à Montréal. Puis c'est mon frère qui m'a parrainée. Donc, j'ai eu les papiers. Ben, je ne les ai pas trouvés, mais dessus, c'est apatride. Puis j'ai dû demander au consulat de France que c'est pas parce que je suis née à Paris que je suis française. Parce que là, ils m'ont dit, sinon, tu n'étais pas acceptée comme immigrante reçue et apatride. Et puis là, j'ai été admise comme immigrante reçue, là, permanente et tout ça. Là. Et ça a pris un mois entre le temps où pour m'envoyer dans le camp puis pour me faire partir, parce que les gens ils disaient, je me rappelle, 2 minutes, là, les Allemands ils venaient dans le camp, puis ils me disent, Lisa, qu'est-ce qui manque? Dis-moi qu'est-ce qui manque. C'était un... Là, je dis, oh, il y a un lit, mais le lit, il n'y avait pas de matelas. Il y avait une lampe. Moi, je jouais... Je dis, ah, l'électricité. Là, il me regardait et il dit, ça fait combien de temps que tu es dans les camps, toi? Parce qu'il dit, tu es en train de... Puis là, il dit, il y a de l'eau, mais il y avait juste de l'eau froide. Ah, il dit, c'est parfait, hein. Il y a une table, il ne manque rien. Il dit, tu ne penses pas qu'il faudra un matelas et des draps? Ah oui, oh, mais écoutez, nous, on dort par terre, là, tu sais. Puis une fois, il y a une madame, il m'a dit, mon beau-frère, il avait envoyé une connaissance pour voir mon moral dans les camps de réfugiés, quand j'ai été dans les camps officiels. Elle me dit, tu dors où? Ben là, je ne suis pas grande, mais j'ai toujours dormi dans la position du fœtus. Il n'y avait pas de place. C'était l'équivalent de... comme ça, là. Alors, c'est ça. Mais mon frère, lui, était étudiant. Donc, il n'avait pas les moyens. Donc, pendant 3 mois, je n'avais pas de lunettes. Et j'étais très myope. Okay. Je faisais 6-7 de dioptrie. Donc, on ne voit rien. Et prendre l'autobus, pour moi, c'était... J'avais peur. Elle dit, tu vas prendre l'autobus, je vais te donner un ticket de métro, tu vas dire au monsieur, tu te rends à cette place, puis tu vas lui demander qu'il te dise. Mais je vais où? Je ne connais pas la ville. J'étais chanceuse. Je parle le français. Imagine si je ne parle pas le français. Puis là, monsieur, et tu vas présenter, parce qu'il ne pouvait pas m'accompagner. Puis là, j'ai dû apprendre à me débrouiller. Mon frère m'avait fait visiter l'université. Je voyais les gens s'embrasser. Il était complètement abasourdi de ça, choc culturel et tout. J'ai dit non. J'ai dit à mon frère, non, il faut que je sois autonome. Je ne veux pas dépendre de toi. Alors, je me suis fait un honneur. J'ai cherché du travail par moi-même en autobus. Je prenais 3-4 autobus, pas grave, pour me rendre au travail. Je me suis construite par moi-même, travailler à temps plein, étudier le soir, mon bac, ma maîtrise, tout ça en travaillant à temps plein. Et avez-vous obtenu de l'hébergement par vous-même? Quand je suis arrivée, on était à Longue-Pointe. Okay. Mon frère a été prévenu. Fait que mon frère m'a logé dans une petite pièce. Il était étudiant, il n'y avait pas grande place non plus. Et non, c'était lui qui était garant. Donc, il devait subvenir à tous mes frais. Okay. Puis quand j'ai vu ça, à un moment donné, j'ai reçu aussi
Ah non, j'ai remboursé les vêtements qui m'ont... Il me dit, tu portes ça comme vêtement. Même si j'ai trouvé horrible, hein, il fallait que je les porte, ces vêtements-là. Mais je les ai payés. Je les ai remboursés. Mon billet d'avion, réfugié ou non, je l'ai remboursé, mon billet d'avion. À l'époque, là, en 79, un trajet, ça m'a coûté près loin de 900 $. J'ai économisé tous les mois. J'ai dit 50 $, 50 $. À un moment donné, j'ai reçu une lettre. Madame, elle dit, si tout le monde était comme vous, devez être fier, elle dit, vous avez remboursé votre billet. 200 et quelques $, puis plus le billet d'avion, au-dessus de 1000 $. J'ai tout remboursé. Point d'honneur, j'ai dit à mon frère, t'en as fait beaucoup déjà. Est-ce que j'aurais aimé avoir des services d'établissement? Oui. J'ai pas eu droit. Pourquoi? Parce que c'est mon frère qui me parrainait. Lui, il était étudiant. Pendant 3 mois, j'ai pas eu de lunettes parce qu'il attendait de pouvoir faire avec l'université, ça coûtait moins cher. Il n'y a pas eu, il y a personne. Les trucs médicaux, les trucs de métro, c'est lui. Puis quand j'ai vu ça, moi j'ai dit non, non, non. Je vais me prendre en main. Je vais faire ma part. T'en as fait assez. Mais c'est pas évident l'établissement. L'établissement là, on a une aide ici pour les gens après 1 an. 1 an, ça passe très vite. C'est sûr que les Canadiens, ils vont dire, ou les Québécois, ou les Canadiens, ils vont dire, c'est pas juste, on donne. Ça, c'est vrai. Quand on compare les autres Mais moi, ce que je dirais, on vous a aidé à vous établir. Quand vous commencez à travailler, vous avez 5-6 ans pour rembourser. Si vous remboursez peut-être pas tout, parce que les services, c'est quand même assez dispendieux, mais faites votre contribution. Tu sais, prenez pas les choses pour acquis. Il y en a qui prennent les choses pour acquis. Réfugiés ou non, il y en a parce que les gens imaginent des choses, ils pensent que les choses sont dues. Rien n'est dû dans la vie. Mais les gens ne savent pas ça. Moi, je me rappelle dans les camps de réfugiés, je disais aux gens, même si vous êtes parrainé par une entité religieuse, n'oubliez pas que vous devez toujours être reconnaissant et qu'à un moment donné, retournez, donnez au suivant ou retournez. Fait que c'est, en tout cas, je veux dire, dans mon cas, parce que c'est mon frère qui me parrainait, qui était responsable de moi pendant 10 ans, il n'y a eu aucune aide. Et lui étant étudiant, c'était pas facile. Donc, mon truc d'établissement, je l'ai fait par moi-même. Et c'était pas évident. S'il vous plaît, me parler de votre cheminement au Canada. Comment vous avez fait pour vous établir? Alors, pour m'établir, c'est système D, la débrouillardise. Demander aux gens de m'aider, regarder les journaux, l'informel beaucoup. J'ai étudié à temps partiel, j'ai fait toutes mes études à temps partiel et j'ai travaillé à temps plein. J'accumulais 2-3 jobs en même temps des fois pour ramasser de l'argent. Quand vous dites vos études, c'était universitaire? Universitaire, oui. La première année, ça a été au cégep. Je voulais savoir si j'étais capable d'étudier encore avec tout ce que j'avais vécu. Puis après, j'ai fait mon baccalauréat de soir avec les sessions d'été, puis ma maîtrise. J'ai fait plusieurs métiers différents, laboratoire, imprimerie, ouvrir ma propre entreprise pour finalement joindre le gouvernement par le programme de stagiaire en gestion. Donc, c'était un concours. Le gouvernement fédéral? Fédéral, oui. Okay. J'ai œuvré au gouvernement fédéral pendant 24 ans. Donc, j'ai fait plusieurs ministères. Toujours à Montréal? Non. Non? Non. J'étais à Ottawa. Ah. J'ai mon ministère à Ottawa et à Gatineau. Mais prédominamment, j'étais à Ottawa. Puis j'ai vécu à Ottawa aussi. Et j'ai décidé de terminer ma carrière
en rendant au suivant, dans le sens que j'ai terminé ma carrière avec le ministère de... À l'époque, c'était citoyenneté... C'est devenu Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, j'ai terminé ma carrière là-bas pour rendre à la communauté et surtout pour favoriser l'immigration francophone. Donc, mon premier dossier là-bas était, j'étais gestionnaire de l'immigration francophone hors Québec. Puis par la suite, j'ai fait d'autres affectations, mais c'était toujours relié à favoriser la langue française dans l'immigration et au Canada. D'accord. Oui. Alors, ma dernière question, c'est celle-ci. Si on vous invitait à venir à une université ou un collège ou un cégep pour parler de votre expérience aux étudiants, aux jeunes étudiants, pour qu'ils puissent connaître qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, qu'est-ce qui serait important pour vous de partager avec eux? Ce que j'aimerais partager, c'est dire, quelles que soient les conditions, on trouve la ressource est en nous. Il n'y a personne qui peut enlever notre fierté. Parce que quand on est réfugié, on n'est rien. On n'est personne. Et là, il faut se dire qu'il n'y a personne qui peut nous enlever ce qu'on a en dedans. Nos valeurs, ce qu'on croit, nos rêves. Puis quand on a faim et quand on a soif, ben, pas dire j'ai faim, j'ai soif. Mais moi, ce que je faisais, je me voyais en train de manger, puis je dis, ben là, j'ai plus faim. J'ai mangé, j'ai bu, je suis rassasiée. Et je me disais toujours, j'ai dit, il faut croire qu'on va sortir de là. Il faut le croire. Puis on a des ressources à l'intérieur. On ne le sait pas, mais on est fort. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'était merveilleux commentaire. Merci. Merci. Les soldats. Ah, OK. Alors, j'ai été demandée en mariage par 3 d'entre eux. Des soldats malaisiens. Oui, mais regardez qu'est-ce qui est écrit en arrière aussi. Okay. C'est Khalid qui... Don't forget to remember me. Yeah. Puis ici, lui, il dit...